Bonjour à tous. Dans ce numéro de votre matinale, 3 invités à recevoir ce matin. D'abord, Bonaventure Camille Azomao. Lui, il est consultant en élevage et organisation professionnelle agricole. Il viendra nous apporter l'éclairage du spécialiste et du praticien au sujet de notre débat de jeudi concernant la projection du Bénin d'interdire à partir de 2025 l'importation des congelés. La deuxième invitée, puisque c'est une dame, c'est Nadine Miassi, jeune militante engagée dans la promotion du leadership féminin. Avec elle, nous allons faire le tour des avantages et des difficultés des femmes à s'engager, à militer au sein des organisations, notamment de jeunes. Elle est justement membre de la JCAI, ce sera vers 7h45. Et enfin, nous allons parler santé, puisque nous sommes mardi, avec Esther Toufa, qui a invité ce matin pour vous Théophile Zanou, membre de l'association des personnes dialysées au Bénin. Vous l'avez deviné, ils vont échanger autour de cette actualité-là liée aux mesures d'allègement annoncées par le gouvernement pour ce qui concerne les taxes et droits de douane sur les intrants qui forment les kits pour l'opération de dialyse au Bénin. Merci d'être là. C'est la dernière information politique de la nuit d'hier à ce matin et c'est en manchette de fraternité ce mardi matin. Conseil économique et social, les représentants du Parlement au plan national et départemental ont été désignés. Disparition de Dila Ronwanou. L'État béninois mobilise ses services compétents. La nation représentant du Parlement au CES, comment 51 personnalités ont été désignées. Matin libre, insalubrité au marché de Calavitokpa, des poissons sains vendus sur un dépotoir d'ordures, et puis liberté de presse et droit à l'information qui protège finalement les médias au Bénin. Commence par s'inquiéter. Matin libre. Le matinal, prochaine mandature du Conseil économique et social. Le Parlement désigne ses représentants. Vous avez donc dans les colonnes du quotidien les noms et prénoms des représentants de l'UPR, du BR et du Parti Les Démocrates, d'anciens députés et personnalités politiques ont été casés selon l'analyse et la lecture donc du quotidien. Éveil info ce matin, succession de Patrice Talon en 2026, la mouvance en mode silence, l'opposition aux aguets. Le leader du jour, commune d'Adjoum, vers un plan simplifié d'adressage pour un recensement fiscal exhaustif. Nous passons maintenant à la nouvelle Gazette, audience à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Édouard Locaux échange avec les différentes associations fêtières, ça c'était hier. Le quotidien Le Meilleur, sommet de l'avenir des Nations Unies, le Bénin s'illustre à travers justement la présence d'Abla Biochani. Et puis rencontre HAC ODEM, la co-régulation des médias était au cœur des échanges selon donc le journal Le Meilleur. Le chasseur info lutte contre les avortements clandestins au Bénin. Il y a des organisations de la société civile qui s'activent pour éradiquer le fléau, nous rapporte donc le journal Grande Libation du Bénin le 2 novembre 2024. À Abomey, le professeur Kofi Aza implore l'indulgence des mannes de nos ancêtres. Dabarou, audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Un climat de confiance établi désormais entre l'UNAMEL, Bénin et la HAC. Et voici pour vous, fraternité pour la deuxième lecture, Conseil économique et social, les représentants du Parlement au plan national et départemental. Et puis, disparition d'Odila Ronwanou, l'État béninois mobilise ses services compétents pour de la lumière sur cette curieuse et mystérieuse disparition. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce mardi et matin. Vous l'aviez certainement compris puisque nous sommes mardi. Très peu de quotidiens parvenus à notre station ce matin donc. Mais déjà retenu pour cette actualité politique notamment. Donc, au Conseil économique et social désormais, en tout cas ceux qui doivent représenter le Parlement béninois sont connus. Ils sont au total 51 acteurs politiques de la mouvance et de l'opposition. Ils ont été récompensés. En tout cas c'est la lecture
de fraternité ce matin. Vous allez à la page 2, vous découvrez un peu les détails liés à la lecture que fait le journal qui paraît à Ménotin de cette désignation. Là, vous avez la physionomie de quelques personnes désignées, hein, des gens qui ont disparu, par exemple, au moment de la scène politique, en tout cas qui sont restés jusque-là silencieux. Un certain Valentin Aditi-Roudé, par exemple, qui a été désigné pour siéger au Conseil économique et social, entre autres, hein, parce qu'il y en a au total 51 personnes désignées. L'autre actualité qui pourrait vous intéresser, c'est surtout la position du Bénin par rapport justement à cette mystérieuse affaire de disparition de l'athlète béninoise Odila Rwanwanou. Il y a un communiqué conjoint du ministère des Affaires étrangères et celui en charge des sports dans les colonnes de fraternité ce matin. Le communiqué qui parle justement de démarches qui ont aussitôt été menées à l'endroit des autorités françaises et une enquête est ouverte afin de retrouver Madame Rwanwanou. Selon les informations les plus récentes, le procureur de Rouen privilégie à ce stade l'hypothèse d'une disparition volontaire. On n'a pas vraiment évolué avec ce communiqué puisque les détails apportés par le document étaient déjà su et publiés par les organes de presse, notamment au Bénin. On attend de voir ce que ça va donner du côté donc des démarches entreprises par le gouvernement en béninois. Voilà quelques informations qui pourraient donc vous intéresser dans les colonnes de fraternité ce matin. Il y a bien d'autres éléments liés notamment à l'actualité au plan international et quelques détails au plan national aussi à découvrir dans les colonnes du journal. Achetez votre exemplaire de ce mardi 24 septembre 2024 pour avoir quelques détails d'informations assez crédibles. On va poursuivre l'actu matin. Voici le deuxième acte de ce matin, c'est le bulletin. Florence Moussa, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Vous venez avec nous avec des images de la célébration en différé de la Journée mondiale de la population pour son édition 2024. Exploiter le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous. C'est le thème de cette année et c'est la ville de Komé qui a abrité les manifestations pour le compte des départements du Mono et du Koufo. Vous avez les deux représentants de l'État tout à l'heure sur ces images qui ont défilé et plus de précisions à découvrir d'un instant à l'autre. Et puis dans la commune de Semekpodji, dans le département de l'Ouémé, le conseil communal a décidé de réorganiser le sous-secteur de l'informel pour les conducteurs de taxis, motos et tricycles. Sous la direction du maire Jonas Benameto, le comité chargé de la mise en œuvre et du suivi de la réforme a été mis en place. Qu'est-ce qu'ils se sont dit à l'occasion et quelle est la mission de cette commission? Élément de réponse dans ce bulletin. Voici le journal. On va commencer par une note de culture, Florence. Et direction le palais royal d'Aladam. Là-bas, on a assisté à une cérémonie d'intronisation du roi Kodegbe Lamafan, qui a été donc intronisé, nouveau conservateur de trône de l'allié Kokon. Et ça, c'est un élément qu'on va découvrir notamment tout à l'heure. Je propose plutôt qu'on commence justement par cette actualité que j'ai annoncée en premier titre, la Journée mondiale de la population édition 2024. Qui a été célébré en différé dans les départements du Mono et du Koufo. C'est bien cela, Tanguy. Exploiter le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous, c'est le thème de cette année. Les manifestations dans les départements du Mono et du Koufo ont eu lieu à Komé. Retour sur les temps forts de l'événement avec Nassi Salossé. Son de gants et de tam-tam autour du rythme Agbadja pour lancer les manifestations officielles de la Journée mondiale de la population à l'échelle des départements du Mono et du Koufo, ici à Komé. Une journée instituée par les Nations Unies depuis le 11 juillet 1987. En effet, le 11 juillet 1987, le nombre d'habitants de la planète Terre a franchi le cap de 5 milliards d'habitants. Dès lors, les Nations Unies ont déclaré le 11 juillet Journée mondiale de la population. Journée instituée surtout pour attirer l'attention du monde entier sur les problèmes liés à la population en lien avec le développement. Cette année, les réflexions tournent autour du thème « Exploiter le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous ».
thème évocateur selon les gouvernants ici. Les gouvernants de ce monde ont compris que ces données-là ont un pouvoir parce qu'on les utilise pour faire les planifications, pour planifier le développement. On veut savoir combien nous sommes, combien de femmes sommes-nous, combien d'hommes sommes-nous, combien d'enfants sommes-nous. Et de façon inclusive, est-ce que nous avons des personnes vivant avec le handicap? C'est tout cela pour programmer après, pour planifier après des programmes et projets afin que le développement puisse prendre. Pour la circonstance, l'assistance a été sensibilisée sur le pouvoir des données et l'accent a été mis sur la restitution à la masse. Dire à nos parents, lorsqu'on vient pour le recensement, si vous avez 5 femmes, 10 femmes, dites-le, vous avez 20 enfants, 30, il faut le dire. Parce que si vous minorez ces chiffres-là, ce qui sera programmé sera aussi minoré. Les écoles à construire, les centres de santé qu'on doit revoir, pour mieux accueillir les parents. Si vous dites nous ne sommes pas nombreux, bon, on va vous amener quelque chose de congru. Le lien entre ce pouvoir des données et le développement a été montré avec une séance de dépistage de nombre de pathologies initiée au profit des témoins de cette cérémonie. D'une journée à une autre, en prélude donc à celle consacrée à droit à l'avortement sécurisé, un consortium d'organisations de la société civile a dévoilé hier lundi les grandes lignes de la campagne d'Ohami. C'est une initiative qui se veut un tremplin pour un dialogue inclusif sur les droits à la santé sexuelle et reproductive, ainsi que pour l'élimination des avortements clandestins au Bénin. Le point avec Marlène Azinombe. D'Ohami, c'est le nom de la campagne que s'apprête à lancer un consortium d'organisations de la société civile, dont le réseau des journalistes sur les droits en santé sexuelle et reproductive au Bénin. L'objectif est d'instaurer un dialogue inclusif et constructif autour de la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et reproductive afin de mettre un terme aux décès maternels et aux traumatismes causés par les avortements clandestins. Il y a une lueur d'espoir, puisque en 3 ans, nous ne pouvons pas parler d'impact durable, mais on note déjà, comme la déclaration l'a signifié, une réduction drastique au niveau de toutes nos formations sanitaires, qu'elles soient privées ou publiques, des cas de complications liées aux avortements clandestins. Ça veut dire, quelque part, que la mayonnaise est en train de prendre par rapport aux autres années, aux années antérieures à 2021, où on recevait beaucoup de cas de complications liées aux avortements clandestins. C'est le moment pour nous de saluer une fois encore la volonté politique affichée des dirigeants de notre pays, notamment le chef de l'État, qui a pris le décret 2023-151 du 19 avril 2023 relatif à la pratique de l'interruption volontaire de la grossesse. Cette volonté se manifeste également à travers diverses initiatives du ministère de la Santé, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, la société civile, ainsi que les organisations savantes et professionnelles. Portée par le réseau des journalistes pour les droits en santé sexuelle et reproductive et plusieurs autres associations, cette campagne sera officiellement lancée le 27 septembre à la veille de la Journée internationale pour le droit à l'avortement sécurisé. Elle sera marquée par une journée récréative, un flash mob et un ciné-débat. La célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale de l'avortement sécurisé est pour nous l'occasion de rappeler que l'interruption volontaire de grossesse est un service de santé essentiel qui, lorsqu'il est pratiqué dans un cadre médical, est sécurisé. C'est aussi une opportunité pour nous de mesurer le chemin qu'il reste à parcourir et de travailler à lever les obstacles qui exposent encore les femmes et les filles à un risque accru d'avortement non sécurisé ou de complications sanitaires. D'Ohami s'étendra sur 2 ans à travers tout le territoire national. Cette campagne visera à déplacer le dialogue sur la santé sexuelle et reproductive du niveau politique au niveau communautaire.
Fini l'informel pour les conducteurs de taxi, moto et tricycle de la commune de Semepodi. Pour des raisons de sécurité, le conseil communal a décidé de réorganiser le secteur. Sous la direction du maire Jonas Benameto, le comité chargé de la mise en œuvre et de suivi de la réforme a été mis en place. Les détails dans ce reportage. L'activité de conducteur de taxi-moto désormais organisée et réglementée dans la commune de Semepodi. Cette décision du conseil communal entre dans sa phase active et un comité de gestion est mis en place à cet effet. Le comité de gestion des taxis, motos et tricycles a pour mission d'assurer la bonne organisation des activités des taxis, motos et tricycles dans la commune de Semepodi, d'organiser la sensibilisation au profit des conducteurs des taxis, motos et tricycles sur le civisme routier, veiller au paiement régulier des droits taxis par les conducteurs des taxis, motos et tricycles, d'organiser les contrôles périodiques de vérification du paiement des droits taxis, motos et tricycles sur nos routes. Pour le maire Jonas Benameto, il y avait nécessité d'organiser ce secteur d'activité, notamment pour des questions de sécurité. Depuis des années, nous végétons entre griffes dans l'informel et notre largesse a permis à ceux qui ne sont pas du tout dans la corporation de salir la corporation. N'ayant pas d'identifiant, il est loisible aux malfrats d'utiliser notre habit, d'utiliser notre tenue pour commettre des actes répréhensibles, des actes criminels. Nous nous disons que cette phase va engendrer des contraintes. Mais lorsque vous analysez, vous soupesez les contraintes et l'avantage que l'organisation vous procure, vous devez choisir l'organisation. Vous devez choisir autre chose que de ressembler à tout ce dont on ne pense même pas dans son fort intérieur. Fini l'informel, l'administration communale et le bureau communal des conducteurs de taxi-moto et de tricycles de Semepodi se donnent la main pour la réussite de la réforme. Cérémonie d'intronisation au Palais Royal d'Alada, département de l'Atlantique. Le roi Kpodegbe Lama fait introniser le nouveau conservateur de trône de la lignée Kokpon. Il a nom d'A Kokpon Tchédji à l'état civil et le répond à Valentin Gbenou. L'homme est désormais entré dans ses fonctions en recevant officiellement ses attributs. Teddy Goudal. Voici l'homme désigné par l'oracle pour perpétuer le trône de Dek Kokpon. De son vrai nom, Valentin Gbenou, il reçoit les dernières bénédictions du roi d'Alada, Kpodegbe Lamafa. Quelques minutes plus tard, le voici sorti entouré de ses femmes en liesse. Prochaine étape primordiale, la remise de ses attributs de conservateur de trône. Désormais baptisé Dek Kokpon Tchédji, il est appelé à davantage unir les descendants de la lignée Kokpon. Comme l'a dit le roi Kpodegbe, mon rôle, c'est que je suis le conservateur du trône de Kokpon. Pour la toute petite histoire, Kokpon est le fils de Adjaoutor. Adjaoutor a fondé le royaume d'Alada et Kokpon est le premier roi. Donc son fils, Teagbanli, a fondé le royaume de Porte-Novo. Donc en partant à Porte-Novo, il est parti avec son papa qui est Kokpon. Donc ça fait qu'aujourd'hui, toute la dynastie Kokpon qui est au niveau de l'Ouémé Plateau, ils ont un régent qui est le régent Kokpon. Voilà. Donc ils gèrent tout ce qu'il y a comme collectivité au niveau des Kokpon, de l'Ouémé et du Plateau. Dek Kokpon Tchédji est par la même occasion nommé ministre
à la cour royale d'Alada. Il est ainsi appelé à servir aux côtés de Sa Majesté Kpodegbe Toyin Djigla. Ministre de l'Agriculture, celui qu'on vient de prendre n'est que le conservateur de ce trône de Dekokpon, qui est le papa de 3 rois du Bas-Bénin. C'est une cérémonie d'intronisation assez structurée dont l'organisation a reçu l'assentiment des fils et filles de la lignée. C'est d'abord le défi de l'unité, puisque chaque fois il faut chercher l'unité. Je remercie tout le monde et en première position le roi d'Alada qui a su organiser avec dextérité et avec affinement cette cérémonie d'intronisation. Vous voyez, la joie se lit sur tous les visages. Tout le monde est heureux. Je crois que c'est à son natif. Un autre rituel très signifiant dans le processus d'intronisation, la marche du nouveau conservateur du trône. Le tour du palais royal marque la fin de la cérémonie. Tanguy, c'est la fin du bulletin d'information. C'est de très belles images qui nous proviennent d'Alada, en effet, qui reflètent l'actualité, la physionomie, donc de la culture béninoise, notamment au sud du Bénin. Voici donc l'instant invité, puisque nous allons perturber un peu l'ordre des choses sur l'actualité ce matin. Je vous avais annoncé 2 invités. On va commencer par recevoir le tout premier, M. Camille Azomaou, qui est déjà installé. Voici notre invité ce matin. Consultant en élevage et organisation professionnelle agricole. Bonne aventure Camille Azomaou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Alors vous êtes là pour partager avec nous vos réflexions au sujet de la promesse du gouvernement d'interdire l'importation des produits congelés à partir de l'année 2025. On en avait débattu sur ce plateau, notamment le jeudi dernier. À l'annonce de l'idée, j'ai noté très peu d'enthousiasme chez vous, les premiers acteurs concernés. Certains ont même soigneusement évité d'en discuter avec la presse. Pourquoi cette langue de bois? Pourquoi cette timidité? Merci Tanguy. Permettez-moi en quelques secondes de saluer nos amis téléspectateurs et toute la population béninoise. De vous remercier vous aussi, parce que c'est un travail très louable que vous faites. Merci. Je l'apprécie très bien. Merci. Et je ne manque pas de prendre le rendez-vous de Actu Matin. Absolument. Ceci étant dit, moi je n'aurai pas la langue de bois. Dites-nous. Mais beaucoup en ont, tout simplement parce que, vous savez, quand on parle d'importation, il y a des acteurs très puissants qui ont des lobbies très puissantes. Et donc, certains pour en parler ou pour l'aborder marchent comme sur des œufs. C'est tout simplement ça. Oui, mais c'est vrai que c'est de gros sous en jeu, mais on sait que la reconversion pourrait aussi permettre toujours de continuer à encaisser les gros sous. Exactement, exactement. Parce que de quoi parlons-nous? Des gens qui sont déjà habitués à utiliser des chambres froides, à manipuler des volailles abattues ou d'autres viandes pour distribuer à nos populations, ça veut dire qu'ils ont des infrastructures qui sont déjà en place. Mises en place. Qu'ils connaissent un tant soit peu le job de distribution. La différence ici, c'est que désormais, ça ne sera plus facilement importé, ces produits-là, mais les acteurs qui sont dans la filière de production, eux-mêmes, vont avoir désormais la charge, que dis-je, le soulagement, je pèse mes mots, de produire tout ce dont on a besoin en termes de protéines animales, mais particulièrement volailles à nos populations. On ne peut que souhaiter ça. Quand nous allons rentrer dans le développement du sujet, je vais vous faire toucher du doigt pourquoi ce devrait être un soulagement pour les acteurs de la production locale. Ça devrait être aussi un soulagement pour le gouvernement lui-même, parce que je suis sûr, il a bien pris la mesure de la situation, c'est pourquoi il a annoncé l'arrêt de l'importation, parce qu'il a à y gagner. Et les consommateurs beaucoup plus, parce que parfois c'est un fourre-tout, je dis bien parfois, c'est un fourre-tout où il est difficile pour le consommateur de savoir sélectionner
et de savoir véritablement ce qu'il est en train d'avaler. Alors, c'est compliqué hein, d'avoir des chiffres concernant justement tout ce qui est importé, mais à peu près, en tout cas, dans mes recherches, on est plusieurs milliers de tonnes à la limite par an. Est-ce que, face à cette grosse quantité qui entre par le port autonome de Cotonou, les acteurs au Bénin sont-ils vraiment prêts à produire? Oui, avant de vous répondre à votre question, je voudrais vous donner des précisions sur les chiffres. Donnez-nous. Les 5 dernières années avant 2020, oui, l'importation avait crevé le plafond. La moyenne tournait autour de 130 000 tonnes de viande de volaille congelée importée. Moi, j'ai eu des chiffres jusqu'à 150 000. Non, je n'ai pas fini. Oui. C'est la moyenne, j'ai dit. Ah, ok, d'accord. J'ai dit ça a crevé le plafond. Ça veut tellement... dire qu'il y a eu même un pic qui a atteint 196 000 tonnes importées. Mais attention, au moins 85% environ sont réexportés dans un système de contrebande vers le grand voisin. Okay. Je ne le nomme pas, vous savez très bien. Qui sont satisfaits très bien. Qui est un gros consommateur, évidemment. Un gros consommateur, c'est plus de 200 millions démographie. Exactement. Mais après 2020, compte tenu du verrou du Nigeria, parce que le gouvernement du Nigeria a commencé par dire « Je ne veux plus qu'on me réexporte ces produits-là. Je veux plutôt qu'on les produise sur place et qu'on me les envoie. » Donc, ça a commencé par mettre un premier blocus. Les acteurs, leur murmure, leur plaidoyer, les acteurs de la production ont commencé aussi par porter avec ce gouvernement, avec le gouvernement actuel. Donc, du coup, l'importation a chuté un peu. Mais c'est quand même des quantités énormes qui arrivent et qui tournent autour de 70 000, voire 80 000 tonnes. Mais on n'a que de petites organisations, de petites unités, avec des gens qui sont avec 3 000, 2 000, 5 000 poules tête à la limite. Est-ce que vraiment on peut faire face à cette grosse demande-là? Anna, attention. Je vais vous répondre en 2 volets. Premièrement, il y a beaucoup de producteurs, beaucoup d'acteurs de la filière volaille au Bénin qui auraient souhaité faire en grande quantité l'élevage des poulets de chair. Qu'est-ce qui les bloque? Mais cette peur de voir plomber l'activité par l'importation a fait que soit ils ralentissent l'investissement, soit ils cessent carrément, mais ils ont les infrastructures et ils s'adonnent beaucoup plus à la production des œufs de table, que vous en avez en grande quantité. On va en parler tout à l'heure. Maintenant, moi, je donne un exemple. Pendant que j'étais le secrétaire permanent de l'interprofession de l'aviculture du Bénin, j'ai reçu dans mon bureau un franco-sénégalo-ivoirien, je vais dire. Vous voyez? Et qui a une femme béninoise. Tiens. Et qui avait déjà tout le matériel pour commencer par produire les poussins d'un jour à mettre à la disposition des aviculteurs. Parce que c'est un autre métier. Quelle était sa capacité en ce moment? Il devrait sortir pas moins de 20 millions de poussins. Vous avez vu ces installations? Il a dit, Monsieur Azomaou, nous sommes prêts, mais tant que le politique, le décideur politique ne va pas donner un signal pour que cette affaire d'importation commence par connaître ne serait-ce qu'un frein, qu'un ralentissement. Oui, mais nous sommes dans le domaine nous sommes dans le domaine des affaires. Oui. Et vous n'attendez pas que quelqu'un prenne le risque pour vous ou prenne des décisions pour vous. Nous sommes sur un marché, vous faites votre production, vous mettez sur le marché. Si c'est de qualité, ben c'est sûr que le consommateur préférera le vôtre. Voilà. C'est là où vous voulez me faire parler. Oui. Premièrement, cette lutte a duré, je dirais, des décennies par les acteurs. De ma position, puisque j'ai animé le secrétariat permanent de l'interprofession pendant plus d'une douzaine d'années, on n'a que de démarches de plaidoyer n'avons-nous pas fait. Il y a eu même à des moments donnés où on a dit trop c'est trop, on a marché. On a vu que marcher ne résout pas le problème. Il faut vraiment un plan de plaidoyer, une campagne de plaidoyer, de la stratégie qui mette dans un dialogue et acteurs de la production, et acteurs importateurs, et pourquoi pas le gouvernement. À un moment donné, vers les années 2005-2006, il y a eu un mémorandum d'entente entre les importateurs, le gouvernement et
les acteurs de production. Et sur quoi vous vous êtes entendu alors? On s'est entendu que progressivement, on diminue la quantité importée et progressivement, donc, les acteurs de l'importation vont commencer par faire leur reconversion et venir. Mais ils n'ont jamais voulu. Pourquoi? J'ai dit ils n'ont jamais voulu. Certains, quelques rares, ont commencé, je ne veux pas en citer. Mais pourquoi? Ce n'est pas que c'est un métier facile, mais il est plus aisé de gagner de l'argent dans ce business-là. En important que d'en achetant sur place. Exactement. Et en distribuant. Et ce n'est pas... Comment ça se fait justement que le poulet qui parcourt de longs kilomètres sur la mer, dans des conditions compliquées, viennent ici à Cotonou, sont 2 à 3 fois moins chers que ce que nous produisons sur place. Je suis au regret de vous informer maintenant qu'il ne s'agit pas de poulet. Il s'agit de quoi? Pour la plupart. Il s'agit de quoi? Vous connaissez très bien les poules pondeuses. Oui. Dans l'Occident, particulièrement en Europe, d'où viennent ces produits, eux, quand les poules pondent pendant les 12 mois de leur carrière et qu'elles sont fatiguées et devraient sortir normalement, elles font encore ce qu'on appelle la mue artificielle ou la mue provoquée, qui les rajeunissent. Ça, c'est des techniques qui existent scientifiquement. Et qui les rajeunissent, et ces poules-là reprennent la ponte pendant 6 à 9 bons mois. Quelle est la conséquence, le risque? Donc, c'est des poules totalement dépréciées par rapport à la viande, qui n'ont plus les valeurs nutritionnelles, la qualité nutritionnelle qu'il faut à l'arrivée. Donc, c'est une viande dépréciée. Chez eux, là, ça ne se mange pas. C'est la voirie qu'on invite à venir chercher ces poules-là, lorsqu'on ne peut pas vite s'en débarrasser, qu'on paye, pour pouvoir amener dans les usines pour faire les aliments pour chiens, les aliments pour chevaux, entre autres. Quand il n'y a pas de débouché, ça se détruit. Donc, ces poules, puisque nous, on n'a pas assez de viande, ça peut venir, c'est contre le franc symbolique et avec les taxes de douane et autres, malgré tout, on ne peut pas battre, on ne peut pas être compétitif à l'égard de ça. Mais ici, il s'agit de la production, soit des poulets locaux, mais aussi et surtout des poulets de chair. Et c'est les poulets de chair qu'il faut produire maintenant en grande quantité. Et ça développe un pays, ça crée de la richesse, ça génère de l'emploi. Je vous donne enfin cette information. Laquelle? Une tonne de viande de volaille produite génère un emploi direct sur ferme. Ça, c'est sur ferme. Maintenant, il y a le transformateur qui vient, il y a la distribution. Oui, mais j'ai l'impression que il y a les filières connexes. J'ai l'impression que vous, acteurs, vous n'y avez pas mis beaucoup d'énergie, beaucoup de stratégie, beaucoup d'intelligence. Je vous ai parlé. Comment se fait-il que le Burkina, lui, il est parvenu justement à faire prendre cette mesure et que nous, Béninois, qui sommes surtout ouverts sur la mer, sommes encore là à traîner, à tourner en rond? Bon, vous savez, lorsque la politique manifeste, ou du moins le décideur politique manifeste son attachement à quelque chose, ça prend. Est-ce qu'on tient le bon Le plaidoyer a été fait de tout temps. Même des partenaires s'y sont invités pour nous appuyer. Ça a été fait. Et on parvient même à des accords. Je vous ai parlé de mémorandum. Mais plus que ça, on est allé jusqu'ensemble avec les acteurs et le gouvernement dans un comité paritaire à élaborer la stratégie de limitation progressive des volailles congelées importées en faveur de la promotion de la production avicole locale. Mais dès lors qu'on finit là, la puissance de ces lobbies dont je parle, avec puissant que vous, certains cadres de l'administration, on commence par sortir des arguments et puis ça tombe à l'eau. Donc, il faut dire aujourd'hui, alléluia. Est-ce qu'on est si voilà, c'est la question que j'allais pas dire. C'est la voie à suivre. Est-ce qu'on tient le bon bout là, selon vous? On tient le bon bout. Tout est dans la démarche, dans les approches de mise en œuvre de cette décision. Le gouvernement a mis en place des choses vraiment qui vous disent, effectivement, en 2025, nous allons vraiment arrêter avec les importations. Il n'y a eu que l'annonce. Mais attention, il y a des concertations qui sont en cours. J'y suis impliqué, c'est pourquoi j'en parle, à divers niveaux, au niveau étatique, au niveau acteurs étatiques et acteurs non étatiques, producteurs, privés et les industriels, parce que là, nous allons rentrer dans la production industrielle pour pouvoir satisfaire les consommateurs et pourquoi pas prendre une part dans l'importation.
ces concertations, nous estimons, on est un peu en retard. Il faut le... Tout le monde est en retard. Là, en effet, c'est tard. Tout le monde est en retard. Et on se pose des questions finalement. Oui. Alors, ne vous inquiétez pas trop. Oui. Si on trouve les bonnes approches, si on agit sur les leviers qu'il faut, nous sommes dans du cycle court. Quel levier? Nous sommes dans du cycle court. Il s'agit de 35 à 45 jours pour faire un poulet. Et ça, nous avons désormais l'interprofession de l'agriculture du Bénin. À l'expertise, à le matériel, des ressources humaines qualifiées. Pour... Il y a des agriculteurs qui ont des capacités en termes d'infrastructure. C'est le moment de les remettre en selle. Bien évidemment, le gouvernement doit prendre des mesures d'accompagnement à certains niveaux pour faciliter et créer l'environnement. On a dit les infrastructures existent, on a dit les acteurs sont motivés, mais il faut encore que le gouvernement crée des mesures d'accompagnement. Oui, parce que pendant des décennies, les gens qui avaient de la volonté à vous offrir dans vos plats de la bonne viande de volaille ont été empêchés tout simplement. Oui, mais ils n'ont pas dépensé les sous, et donc les sous sont encore là. Pourquoi est-ce qu'il faut les... On ne thésaurise pas l'argent. L'argent a été utilisé pour votre business en temps. Maintenant, il faut y aller. Mais l'autre chose, quand je parle d'accompagnement, tout comme le coton, la filière volaille doit être alors bien structurée. Jusqu'à ce que les acteurs aient, tout comme dans le coton, tout comme c'est annoncé pour le soja et l'acajou, l'accord cadre, pour pouvoir bien planifier et piloter la filière. J'ai une dernière question avant de vous laisser partir. Ça va vite, Vaquer à vos occupations. Vous dites que nous, consommateurs, on sera soulagés. C'est vrai ça? Et là-dessus, j'ai deux volets. D'accord, le volet santé. Le volet santé. Oui. Comment est-ce qu'on peut contrôler tout ce que vous allez mettre dans nos plats? Vous savez, il y a des dispositions qui sont prises et il y a un cadre désormais législatif. C'est vrai que ça va être étoffé, mais il y a des institutions qui s'en occupent. Et je peux vous rassurer que tant que ceux qui vont faire le job existent, il ne doit pas avoir de problème. Il y a les normes qui sont connues et régulièrement les acteurs sont formés sur les normes de production. Et je vous ai dit que nous avons désormais assez de ressources humaines qualifiées pour faire le job. Donc, cette question de santé, au contraire, j'en ai terminé là-dessus. C'est sur l'autre qu'il faut poser la question. Parce que on n'aura pas aussi quand vous avez des viandes congelées, on a dit, donc température en dessous de 0 degré, qui atterrissent, on les sort à 30 degrés, les gens mettent ça sur Agbadie, et dans nos marchés, pour vendre. Vous voyez la conséquence? Mais maintenant, vous aurez l'opportunité, quand vous abattez le poulet, vous avez les poulets frais, vous avez, même si c'est réfrigéré, la chaîne de froid, la chaîne de discussion est raccourcie, et donc on court moins de risques. Maintenant, par rapport au prix. Oui. Le prix. Vous allez nous vendre ça plus cher? Non. J'ai dit qu'on aura plus de choix. Si vous comparez les poulets aux poules de réforme dépréciées, totalement vidées, dont je viens de parler, le problème se posera. Mais si on communique et on comprend que ceci qu'on est en train de prendre là nourrit vraiment notre corps, nourrit nos cellules et nous permettra de bien, il faut en parler, de bien réfléchir, il faut en parler à construire la République. Ceux qui ont les moyens, parce que si, entre-temps, le monsieur peut avoir 1 kilogramme de... Non, quand on industrialise, le problème ne se pose plus du tout. Parce que vous offrez la possibilité à tout Béninois de prendre le poulet ou la partie du poulet qu'il veut. Savez-vous qu'il y a des gens qui aiment prendre les têtes et les pattes, et ça à petit prix. Ça il y en a qui prennent. Peut-être, j'en sais rien. Et quand on fait les découpes, le monsieur peut acheter de la viande pour 1000 francs, pour 1500, pour 2000, mais on reconnaît que globalement, ce sera légèrement un peu plus cher, et un travail se fait. Et il revient au gouvernement de mettre en œuvre ces mesures d'accompagnement l'un dans l'autre d'ici 2-3 ans. Si la décision devient effective, vous serez joyeux et vous allez me réinviter, pas moi seul, mais d'autres, pour vous aider à évaluer. Est-ce que vous allez pouvoir répondre aux besoins du grand voisin? Parce que c'est aussi un marché. Ça va être progressif. Ça va être progressif. On va raisonner quota. D'accord. Déjà, lui-même a dit, je ne veux plus de cette façon. Je ne veux plus. Bonne aventure. Donc, il est prêt à souffrir un peu pendant quelques années, quelques mois, quelques années, le temps d'avoir suffisamment de la quantité produite chez nous pour envoyer. Bonne aventure Camille Azamao, merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci, pareillement à vous.
Mesdames et messieurs, on reprend maintenant notre cours normal sur l'Actu Matin. Voici les sports. Et nous voici donc sur Sport Matin pour parler de l'actualité sportive. Candide Ronrinto, bonjour. Bonjour, Tanguy. Et ce mardi, on va s'intéresser à deux disciplines, notamment le karaté, le rugby. On commence par les arts martiaux, Candide, avec un jeune garçon karatéka de 11 ans dont le profil vous a intéressé. Oui, il s'agit bien sûr de Ronaldo Kijasu, un jeune de 11 ans, comme vous l'avez dit. Et ce jeune, à cet âge, il n'est plus un inconnu aujourd'hui en matière de karaté dans sa catégorie sur l'échiquier national. Le jeune garçon a déjà à son actif pas mal de médailles déjà raflées au cours de plusieurs compétitions justement. Et pour faire découvrir à nos téléspectateurs ce jeune garçon qui pratique le karaté, je leur propose ici le zoom qui retrace comment est-ce qu'il a commencé les arts martiaux, comment est-ce qu'il s'y prend et puis après ses ambitions. Je veux devenir champion pour relever mon pays, le Bénin. C'est le rêve de ce jeune garçon de 11 ans pratiquant d'arts martiaux. Et si pour devenir un champion un jour, il faut nécessairement commencer quelque part, ses parents ont très vite compris que l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude, comme le disait Aristote. Ainsi, ils ont très tôt inscrit leur progéniture dans un club de karaté dès son bas âge. Depuis que je suis enfant, j'aime ce sport et mes parents m'ont inscrit dans ce club. Quand il avait 4 et 5 ans, tous les soirs, tu le vois en train de faire 300 mètres, 200 mètres, il revenait tout fatigué, sans que personne ne lui demande, il faisait de son propre gré. Et du coup, je dis, mais qu'est-ce que cet enfant est en train de me dire? Ça me faisait réfléchir et du coup, j'ai dit, bon, il faut inscrire cet enfant dans le karaté. C'est comme ça, j'ai pris contact avec son entraîneur. Kijasu Ronaldo, c'est un garçon, un petit que j'ai, qui a intégré mon club depuis en 2017. Donc quand il a commencé avec moi, d'abord avant qu'il vienne vers moi, c'est un garçon qui aime des jeux brutaux. Et quand il a commencé avec moi, je pense que ça a donné ce que les parents s'attendaient. Et dans les 3 premiers mois qui suivent, j'ai commencé à lui faire des tests. Et c'est comme ça qu'il a activé avec moi. Nous sommes ici au centre d'entraînement du club de karaté ZTKC dans la commune d'Abomey-Calavi où s'entraîne le jeune Ronaldo Kijasu, un athlète qui réalise déjà des prouesses dans l'univers du karaté béninois. Cet après-midi, l'atmosphère semble bien être bien calme autour de Ronaldo et ses coéquipiers qui ont répondu présents à la séance du jour. En plein cœur du groupe, la jeune pépite du karaté béninois Ronaldo Kijasu, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs pratiquants dans sa catégorie au plan national. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le combat. Il aime beaucoup le combat. Ce qui est de donner coup à son prochain, de se taquiner. Il aime beaucoup ça et c'est dans ce schéma. Nous on a dit, ah, ce garçon, il faut qu'on l'encourage dans ce schéma. Donc... Ronaldo Belfils, c'est un enfant courageux, pétri de talent, qui ne baisse pas les bras. Il n'a pas peur d'affronter quelqu'un plus élancé que lui, plus grand que lui. C'est quelqu'un qui avance, quelles que soient les difficultés. Même s'il encaisse les coups, même violents, il est toujours actif. Il prend ça sportivement, il dit que c'est un sport. Donc c'est quelqu'un qui ne se fâche pas. Fâché pour faire de n'importe quoi, non, il ne se fâche pas. Il est toujours concentré sur ce qu'il fait. Avec son jeune âge, il dispose de bon nombre de notions sur les deux spécialités du karaté, à savoir le kumite, qui veut dire le combat, et le kata, qui prend en compte les différentes techniques de base. Et avec ces différents atouts, le jeune garçon de 11 ans rafle pratiquement tout sur son passage à chaque sortie. Depuis qu'il a commencé des compétitions, il ne fait que gagner la médaille d'or et médaille d'argent. S'il n'est pas premier, il est deuxième. Il a eu des médailles à Lomé au niveau du championnat Noël des enfants.
et karaté, challenge, tout ça. Donc il a gagné beaucoup de médailles. Le dernier combat qu'il a livré, et il a eu la médaille d'or, j'étais très content parce que je ne m'attendais pas à ça. Il n'a jamais démérité. Donc chaque fois que je le présente, il me ramène toujours la médaille. Donc ça me fait toujours une fierté. Chaque fois que je j'aligne de ça, dans sa catégorie, la médaille d'or, ça revient au club. À la date d'aujourd'hui, Ronaldo a déjà pas mal de prouesses à son actif. Plus d'une dizaine de breloques déjà raflées et majoritairement de couleur or. À chaque sortie, le jeune pratiquant de karaté puise son énergie non seulement de sa passion et son amour pour le karaté, mais aussi des séances quotidiennes. Quand je suis devant mes adversaires, j'ai appris les techniques pour mon combat. S'il est dans une compétition de comité, combat, appelé combat, s'il arrive à marquer le premier point et deuxième point, et peut-être s'il se voit à la hauteur déjà du match, c'est quelqu'un qui est très habile et il se protège, il n'aime plus se laisser. Donc il n'aime plus se laisser et il écoute surtout, et c'est le coach. Parce que le coach lui dit, comme c'est toi qui es à la hauteur du match, ne te donne pas, ne rentre pas dans son jeu, reste à ta place et tu te protèges. Et je pense que jusque-là, il se garde jusqu'à la fin du combat et il devient gagnant finalement. Quand il n'est pas à la hauteur du match, quand il est face à un adversaire plus coriace, comment est-ce qu'il s'y prend? Ah, si c'est ça, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'attaque. Il cherche toujours à marquer. Il cherche toujours, il est toujours en agressivité. Mon souhait pour Ronaldo, qui aille très loin, qui sera champion pour se dire, ah, j'ai été, c'est ce que je vais entendre. Pas être arrêté. Au-delà des performances en karaté, Ronaldo trouve aussi des repères dans une autre discipline des arts martiaux. Il s'agit du kickboxing et discipline associée, où il a pris part à la première édition du championnat national début septembre 2024. Et comme il sait si bien le faire, il s'est encore bien illustré en s'offrant la médaille d'or dans sa catégorie au cours de cette compétition. C'est un enfant qui ne nous a pas encore montré tout ce dont il est capable. Parce que toute dernière fois, on m'informe que mon enfant va compétir dans le kickboxing. Je dis, mais dis donc, comment dans le kickboxing? Et la grande surprise, il revient avec une médaille d'or en tant que premier de sa catégorie. Et là, vraiment, je suis dépassé. Et je suis dépassé. Je dis merci à tous ceux qui ont contribué à son évolution. En tant que père, je donne ce conseil à tous les parents. Observez bien vos enfants. Ils cachent en eux un trésor, un talent que vous, en tant que parents, vous devrez valoriser. Un jeune plein de talent qui, avec l'accompagnement nécessaire, un suivi rigoureux, pourra faire dans les années à venir les beaux jours du karaté béninois, aussi bien au plan national et même sur l'échiquier international. Tanguy, voici donc le document de cette semaine qui retrace, sinon qui fait un zoom sur Ronaldo Kijasu, un jeune karatéka de 11 ans qui a déjà pas mal de médailles dans cette discipline. Ah oui, quand on voit beaucoup, la quantité d'énergie qu'il y met, à 11 ans déjà, il faut commencer à craindre ce petit gamin, ce jeune crack. J'espère qu'il aura une très longue et riche carrière et qu'il va porter assez haut le drapeau national du Bénin. Surtout un accompagnement rigoureux et surtout un suivi rigoureux va certainement contribuer à l'éclosion de ce jeune karatéka qui a quand même un avenir, si on peut le dire ainsi, dans cette discipline. Tanguy, on change maintenant de discipline. On va s'intéresser à la discipline de la balle ovale. La phase nationale du championnat national de rugby à 7 s'est déroulée ce week-end sur les installations de l'université d'Abomey-Calavi. Elle intervient après les phases de ligue qui ont connu leur épilogue dimanche dernier. À l'issue des 2 jours de compétition, c'est l'équipe de Dauphin de Cotonou chez les hommes et celle de Baobab chez les dames qui sortent, bien entendu, ces 2 équipes qui sortent vainqueurs du championnat. Reportage. Dauphin Rugby Club conserve son titre au championnat national de rugby à 7 hommes. Dernier club à se qualifier pour l'étape des demi-finales après les barrages, le club de Cotonou rejoint Loup-Garou d'Avrancourt, Aigle de Cotonou et UAC Rugby Club qui s'étaient directement qualifiés pour le dernier carré à l'issue des différentes phases de ligue. En demi-finale, la lutte a été âpre entre les 4 équipes en lice pour le Graal final. Au terme de cette étape, ce sont les équipes de Dauphin et Aigle Rugby Club qui se hissent en finale.
Et pour cette finale, les deux clubs n'ont pas mesuré leurs efforts dans un match serré qui sera finalement remporté par les Dauphins de Cotonou 7-5. Ils conservent donc leur couronne au championnat national de rugby à 7 édition 2024. L'adversaire a été de taille, ils ont été bons, très bons, physiquement, techniquement. Je crois que c'est un match qui se joue généralement entre techniciens et vous avez pu le voir sur le terrain, c'était vraiment corsé. Et c'était difficile vraiment de déceler le champion. Mais au finish, c'est Dauphin qui gagne. Je dirais que le travail était dur parce qu'on n'avait qu'un court durée de temps pour s'entraîner parce qu'on n'avait pas le calendrier à temps. Chez les dames, par contre, la couronne change de tête. Ce sont les filles de l'équipe de Baobab de Cotonou qui sont les nouvelles championnes du championnat national de rugby à 7. Le club de Cotonou, habillé en vert, a affronté en finale l'équipe des Buffles de Parakou, vêtue de maillots de couleur rose et blanc, qualifiée après les barrages. Ici aussi, la finale a été âprement disputée jusqu'au coup de sifflet final. Mais au terme du temps réglementaire, ce sont les filles de Baobab qui s'imposent par un score de 12-7. Et on nous a surtout dit de ne pas décourager, de jouer jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin du match. L'adversaire était très tenace. On ne s'attendait pas à cette résistance de leur part. On avait eu à jouer une finale en 2021 qu'on a malheureusement perdu. Cette année, on a tout mis en place pour remporter celle-ci. Mon bonheur s'aligne sur celui des jeunes. Les clubs qui ont compétit avec compétence et ferveur. Je les félicite. Nous sommes dans le sport et puis il faut un premier, il faut un deuxième, un troisième. Tous les clubs se valent et je leur dis merci. Et puis nous allons continuer la routine jusqu'à ce que notre pays, sur le plan du rugby, puisse s'affirmer sur le plan international. Au terme de cette édition du championnat national de rugby à 7, Dauphin et Baobab Rugby Club repartent avec des médailles en or, une enveloppe financière et un trophée. Les deuxièmes et troisièmes dans les deux catégories sont eux aussi distingués avec des médailles de leur rang respectif, des trophées et une enveloppe financière. Il faut dire que c'est une première pour la Fédération béninoise de rugby d'organiser le championnat en plusieurs étapes. D'abord, la phase de ligue, puis la phase finale. C'est l'une des nouvelles réformes instaurées par l'instance il y a quelques mois en arrière. Une nouvelle réforme qu'apprécient les différents acteurs à l'issue du championnat national. Je dirais que ce format organisé par la fédération, ça permet à plusieurs clubs de se mettre en jambe, de jouer et d'avoir plusieurs matchs en avance. Et ça nous permet aussi, ça permet aux autres clubs d'être compétitifs, de se dire que on n'est pas le seul, où on vient dans une seule journée et on joue. Donc ça nous permet de nous préparer à fond et d'être compétitifs. Nous avons convenu de démarrer 4 ligues nationales. Donc il y a d'abord eu les championnats au niveau des ligues, et ce qui permet de la clarté au niveau de chaque zone. On voit un peu les clubs qui performent. On voit aussi comment se fait leur administration, la gestion, la gouvernance au niveau des clubs. Et puis en fin de compte, au niveau national, nous avons ce championnat aujourd'hui où on voit les meilleures équipes se caractériser. Et à un moment, nous devons maintenant attaquer le rugby à 15. Et ça va être un rugby inter-ligue. Nous allons essayer de faire valoir une équipe de rugby à 15 au niveau de chaque ligue qui vont s'affronter pour que nous ayons un champion national, rugby à 15. Voilà donc pour ce qui est de l'épilogue du championnat national de rugby à 7 Tanguy. Et ce sera tout pour les sports de ce matin. Candide Rouetta, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de l'actualité de sport. Ce matin sur Actu Matin, on aura exploré 2 disciplines avec vous. Bonne journée et à demain. Merci et à demain. Mesdames et messieurs, nous sommes mardi et puisque les mardis, comme vous le savez, c'est la journée ou la matinée santé sur Actu Matin. Et ce matin, on va parler donc des personnes dialysées et surtout de cette mesure envisagée par le gouvernement depuis donc sa séance de conseil de ministres du mercredi dernier. À quoi est-ce que cela ressemble et qu'est-ce que cela peut avoir comme impact sur les personnes visées par la dite décision à venir? Eh bien, élément de réponse dans ce plateau que je vais introduire tout à l'heure, tenu par Esther Tofa. Voici Santé Matin.
Esther Toufa, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors, l'insuffisance rénale chronique est l'une des pathologies à taux de morbidité forte, sans remède curatif. Le seul moyen médical pour soulager le patient reste donc l'opération de dialyse. Mais ce traitement coûte excessivement cher, faut-il le souligner, surtout pour les patients qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et en sa séance de mercredi dernier, le gouvernement a décidé donc de prendre un décret visant à soulager un tant soit peu les personnes qui sont dans cette situation. Il s'agit d'exonération des droits et taxes sur les kits qui entrent dans la composition donc pour l'opération de dialyse. Mais à quelle hauteur cela peut soulager un peu les patients? Et bien, c'est de ça que vous discutez avec votre invité ce matin, Monsieur Théophile Zanou, membre de l'association des dialysés du Bénin. Monsieur Zanou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Et donc, la décision va certainement changer quelque chose, Esther. Exactement, et on va rappeler cette décision dans cet élément témoin que nous présente Marlène Azinogbe. Le Conseil des ministres, en sa séance du 18 septembre 2024, a pris des mesures d'allègement à l'intention des dialysés. Il s'agit du projet de décret portant exonération des droits et taxes de douane sur les intrants composant le kit des dialysés. La prise en charge de la dialyse nécessite des ressources importantes impliquant l'intervention de l'État aussi bien que la participation des patients. En vue d'étendre l'offre de soins aux dialysés et la rapprocher des populations à l'intérieur du pays, de nouvelles unités de dialyse ont été mises en place à Porto Novo et à Abomey, tandis que celles de Cotonou et de Parakou ont été renforcées par l'acquisition de 57 nouveaux générateurs de dialyse et d'équipements divers. Par ailleurs, la société béninoise d'approvisionnement en produits pharmaceutiques a développé un modèle d'acquisition des intrants qui permet de renforcer la disponibilité des kits et d'en réduire le coût. Tenant compte des contraintes auxquelles font face les patients, le Conseil a décidé d'exonérer tous les intrants entrant dans la composition des kits, de droits de taxes et de douane, afin de réduire davantage le coût du kit et de faciliter le bénéfice du traitement aux patients. Les ministres concernés prendront les dispositions appropriées pour l'application effective de cette décision. Alors, bonjour Monsieur Zanou. Bonjour Madame la journaliste. Voilà la mesure ainsi rappelée. Dites-nous exactement en quoi cette mesure vous soulage. Merci. Et je salue tous les téléspectateurs. D'abord, je tiens à remercier le gouvernement du président Talon qui fait beaucoup d'efforts pour les malades du Bénin en général et les dialysés en particulier. Pour un rappel, dans un passé récent, il y a l'ouverture de deux nouveaux centres. Le centre de Porto Novo et celui d'Abomey. Sans oublier le renforcement des capacités des centres du CNHU et de Parakou. Alors, cette mesure prise par le gouvernement va certainement diminuer le coût des kits de dialyse. Puisque actuellement, si nous prenons la référence au CNHU, le kit suisse est à 70 000 francs. Maintenant, avec cette mesure du gouvernement, on va diminuer un peu le coût du kit de dialyse. Alors, dites-nous à peu près quelles sont les statistiques actuelles en matière de patients souffrant de l'insuffisance rénale et dialysés au Bénin. Bon, au Bénin, actuellement, on peut dire que nous sommes environ 500 dialysés au Bénin. Du moment où nous n'avons pas la prise en charge pour tous les dialysés, il y a des gens qui font 2 dialyses, 3 dialyses, 1 mois, 2 mois, mais qui n'ont plus les moyens de continuer. Ils rentrent à la maison et ils meurent. Donc, du coup, on ne peut pas dire avec précision qu'il y a tel nombre de dialysés au Bénin. Aussi, tous les jours, il y a de nouveaux cas. Il y a de nouveaux cas. Si vous allez dans les hospitalisations, aujourd'hui, vous allez toujours trouver des gens à qui on va poser des cathéters.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que les kits sont estimés à 110 000, les kits seuls. Avec cette exonération, à combien pourrez-vous estimer environ maintenant les kits? À peu près. Bon, et par rapport à votre question, c'est l'État qui donne le montant payé pour la douane et les autres taxes. Ouais. Maintenant, donc nous, on ne sait pas l'exonération, combien ça peut coûter pour pouvoir déduire le prix actuel du kit. Donc, dès que tout le dispositif sera mis en place, là, on aura une idée sur combien le kit va nous revenir. Maintenant, à votre qualité de patient, de bénéficiaire, si vous voulez dire au gouvernement, voilà, on voudrait que les kits reviennent à tel montant, quelle proposition vous ferez? Merci pour cette question. Et d'abord, quand on commence la dialyse, c'est un traitement à vie. Maintenant, si nous disons que le kit soit à tel montant, c'est mal dit, c'est une erreur. Seul l'État peut subventionner, peut prendre en charge les dialysés. C'est vrai que c'est une décision très satisfaisante, mais il faut que la prise en charge soit gratuite pour tous les dialysés. Si le kit, je suppose, le kit était à 70 000 au Séranchou par exemple, si le kit est à 20 000 et que tu dois faire 3 dialyses par semaine, ça fait déjà 60 000. Quel Béninois lambda peut supporter cela alors que la dialyse est à vie? Il n'y en a pas. Alors, donc, à un moment donné, tu seras épuisé. Quelles sont donc vos propositions? Alors, nos propositions, c'est que le gouvernement donne la prise en charge totale, intégrale aux dialysés béninois. Puisque en dehors de la dialyse, lorsqu'on commence la dialyse, en dehors de la dialyse, de l'insuffisance rénale contrainte, il y a d'autres maladies collatérales qu'il faut traiter à chaque fois. Donc, il faut que le gouvernement donne la prise en charge à tous les Béninois souffrant de l'insuffisance rénale. Puisque la dialyse, face à la dialyse, tout le monde est indigent. Il n'y a pas agent permanent de l'État, il n'y a pas agent... La prise en charge soit générale. Puisque dans le rang des dialysés, nous avons des enfants, des élèves, nous avons les étudiants, nous avons les dames du marché et autres. À travers diverses initiatives du ministère de la Santé, en collaboration avec les vu le revenu techniques de ceux-là et financiers, la société civile et des dirigeants de notre pays, supporter notamment le chef de l'État, la dialyse qui a pris le décret 2023. La dialyse, vous la faites combien de fois à peu près que s'apprête à lancer un consortium par mois, ça fait de la société environ 10 civile, séances. dont Bon, le pour réseau ceux qui des sont à 2 journalistes séances, sur les droits ça aux fait 8-9 séances par mois. Et ceux qui sont à 3, l'objectif est d'instaurer un au-delà dialogue de inclusif ça fait et environ 12 séances. autour de la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021, Le mois sans modifiant les et médicaments. complétant la loi Puisqu'il y a les numéro médicaments, il y a les bilans à faire, il y a des examens trimestriels, des examens semestriels et des examens annuels. À lancer un consortium d'organisations de la société civile dont le réseau des journalistes. Voilà, il faut que le gouvernement aille plus loin en donnant la prise en charge intégrale à tous les dialysés béninois. Et non seulement ça, aujourd'hui par exemple, nous voyons que le nombre augmente de façon exponentielle. Pourquoi cela arrive? Alors, le gouvernement doit revoir la politique de sensibilisation. Je prends par exemple, en 2021, dans un intervalle de 6 mois, le CNHU seul a connu près de 80 dialysés, de nouveaux cas, dans un intervalle de 6 mois. Alors ça veut dire que le nombre qui vient chaque fois, c'est déjà trop. Donc pour réduire ce nombre, nous demandons au gouvernement de revoir le système de sensibilisation
Maintenant, ce n'est pas un travail du gouvernement seul. Justement, j'allais vous demander, pourquoi est-ce que vous, en tant qu'organisation, vous, en tant que témoin vivant de la chose, vous qui subissez un peu, je dois dire, le contre-coup lié à cette situation, pourquoi vous ne vous organisez pas pour sensibiliser vos jeunes frères, sensibiliser vos proches, leur parler justement de ce qui tourne autour de cette affaire? Parce qu'on n'en fait pas beaucoup cas, on en parle très peu et les gens, ils tombent dedans. Merci. Et nous, en tant que membres de l'association, oui, nous avons une journée d'abord, journée internationale des reins. Et c'est à cette occasion que nous profitons pour faire une sensibilisation. À cette occasion seule. Cette occasion, ça, c'est le passé. Mais depuis un certain temps, nous avons initié une sensibilisation de masse. Et cette sensibilisation, nous avons d'abord ciblé les institutions financières, les mairies et autres. Pourquoi? Je pense que Odile Aronwanou, elle manque beaucoup à son public sportif. Déjà dans la ville où elle en tant qu'athlète sportive, elle est déjà entraîneur des Benjamins dans les établissements scolaires, je pense etc. Ça va beaucoup mieux aider que dans les institutions bancaires. Je pense que nous avons ciblé aussi les établissements secondaires. Quelque part qu'elle peut surmonter tout ce qu'elle est en train de traverser et de revenir un peu plus dans la danse. Sans oublier, puisqu'il faut aller moi je l'espère, nous irons également dans les marchés. Beaucoup de gens sont établis à partir de vendredi prochain et nous serons sur le terrain. Discussion avec l'appui de la commission béninoise des droits de l'homme. C'est avec eux que nous allons faire le travail, sans oublier nos médecins. Ils seront à nos côtés. C'est très important. Voilà. Je pense que c'est... D'accord. Merci beaucoup. Donc, intensifier la sensibilisation. Tout à fait. La sensibilisation, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. Il y a les mairies. Puisque nous voulons descendre aussi dans les mairies. Les mairies, les communes les plus reculées du Bénin. Nous voulons aussi descendre dans ces communes-là, sensibiliser les gens. Donc, c'est l'affaire des maires, des communes du Bénin. Et surtout des personnes touchées par ce mal, parce que vous serez mieux compris de la population que ceux qui ne sont vraiment pas touchés. La population aura plus une oreille attentive à vous écouter qu'à écouter les gouvernements. Alors merci à vous, Monsieur Théophile Zanou, d'être passé sur ce plateau. Et nous espérons que vos doléances sont tombées dans de bonnes oreilles. Merci et passez une bonne journée. Merci, Madame la journaliste. Esther Tofa, merci beaucoup d'être passé aussi. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Monsieur Zanou, bonne journée. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur Actu Matin, partager quelques instants avec nous. Mesdames et messieurs, on va continuer donc avec Actu Matin. J'avais annoncé mon deuxième, sinon ma deuxième invitée. Ce matin, on va parler de leadership féminin. Et tout de suite, voici mon invité. Mon invité, je vous souffle rapidement ce qu'il nous reste dans mettons l'actualité au menu donc d'Actu Matin. Ce matin, tout à l'heure, on aura donc nos moments discussion avec les débatteurs. On va explorer ensemble les divers aspects liés justement au projet de loi portant budget général de l'État exercice 2025. Quels sont les éléments importants à analyser? On le fera avec les débatteurs tout à l'heure. Et si le temps nous le permettait, on va dire deux mots donc au sujet d'Odile Aronwanou, cette athlète béninoise qui a disparu depuis environ 2 semaines. Qu'est-ce que les autorités béninoises et françaises font véritablement pour aider à retrouver notre compatriote? On va en parler et juste derrière vous aurez donc la revue de presse pour finir l'Actu Matin de ce mardi matin. Pour l'instant, je suis avec mon invité Nadine Miassi. Nadine Miassi, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Vous êtes là pour qu'on parle de leadership féminin et surtout de l'engagement de la femme, de la jeune femme à militer au sein des organisations de jeunes, puisque vous appartenez justement à la Jeune Chambre internationale. Effectivement monsieur.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Nadine Miassi, membre de la Jeune Chambre internationale à Abomey-Calavi Ouboura. Et je suis, je vous l'annonce, candidate au poste de présidente. On va faire la campagne ici parce que ça pourrait justement faire violer les principes déontologiques. Vous êtes là pour nous dire comment est-ce que ça se passe, l'engagement féminin vraiment, puisque vous avez quand même un parcours assez intéressant dans le milieu. Ce qu'on a constaté, c'est que les femmes s'engagent très peu, même si la sensibilisation a fait que de plus en plus les femmes désormais se retrouvent dans les creusets, mais ce n'est pas encore ce qu'on veut, ça. Pourquoi est-ce que ça ne va pas au rythme souhaité jusque-là? Ça ne va pas au rythme souhaité à cause des difficultés. Difficultés, des préjugés sur le genre. La femme en Afrique est prise comme la mère de famille, celle qui doit rester à la maison pour faire les travaux. Mais aujourd'hui, effectivement, les idées ont changé. Mais ça ne prend toujours pas parce que l'éducation aussi n'est pas encore à 100% pour les femmes. Il faudrait donc que les femmes aient accès à 100% à l'éducation et aussi les soutiens du gouvernement, les différentes associations d'instances, effectivement, les associations de femmes, les organisations qui doivent aujourd'hui donner l'opportunité aux femmes de bien participer à ces organisations, de prendre les postes de responsabilité. Est-ce que c'est pas parce que c'est difficile et compliqué de militer que les femmes sont réticentes? Ce n'est pas difficile, c'est surtout que les femmes n'ont pas forcément le soutien des gens de ces organisations. On se dit que la femme est le genre inférieur et donc on ne doit pas donner l'opportunité. Ça continue toujours de se dire. La preuve, c'est ça qui fait que les femmes sont aujourd'hui réticentes à accéder à ces postes de responsabilité. Vous avez jamais été en face d'une situation où vous avez l'impression que l'homme vous sous-estime parce que simplement vous êtes une femme? Oui, j'ai été en face de ces situations où j'ai été marginalisée parce que je suis femme. Déjà, pendant les moments de prise de décision, parfois les hommes s'organisent pour que ces prises de décision se fassent peut-être la nuit, sachant bien que la femme a des difficultés à sortir la nuit parce que la femme, après tout, est mère de famille. Et donc, doit s'occuper de sa famille, doit s'occuper des enfants. Entre la femme et l'homme, aujourd'hui, à la maison, ce n'est pas la femme qui doit sortir la nuit pour aller participer aux activités et tout. Et donc, cette difficulté fait aujourd'hui que les femmes sont marginalisées. Les hommes se disent, bon, on va attendre et on saura comment faire. On va attendre de prendre les grandes décisions tard le soir, la nuit. Et puis, la femme, elle est absente. Et donc, après, on se dit, oui, tu as été absente pendant ces moments de prise de décision. Demandez-leur de prendre les décisions ou de réunir le monde de prise de décision dans la journée désormais. Oui, effectivement, c'est ce à quoi nous attelons à faire. Les femmes, de grandes femmes leaders aujourd'hui, de par leur position, soutiennent ce mouvement. Comment avez-vous décidé de vous engager? Qu'est-ce qui vous a décidé de militer au sein d'une organisation? L'envie de devenir chef? C'est le besoin d'affirmer mon leadership qui m'a amené à appartenir à la Jeune Chambre internationale, sachant bien que la Jeune Chambre internationale est la première école de développement de leadership. Et donc, ce besoin... Chacun prêche pour sa paroisse, on n'a pas de statistiques à ce sujet. Oui, donc. Et donc, ce besoin m'a amené à appartenir, à aller voir ce qui se passe à la JCI. Et aujourd'hui, j'en suis fière. Je suis fière de mon développement au bout de 6 ans, depuis 2018, que j'ai été accueillie à la JCI à Abomey-Calavi. Qu'est-ce qui a changé en vous? Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. J'ai été formée. J'ai eu l'opportunité à la Jeune Chambre internationale. Il n'y a pas ce préjugé sur le genre. Donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir quand même m'exprimer à la même table que tous les autres, que les hommes. Donc ça, au moins, ça a changé pour moi. On m'a donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer, de pouvoir me faire former et de, bien sûr, développer mon leadership. C'est vrai qu'il y a quelques années,
peut-être je n'aurais pas et le courage de venir sur ce plateau. J'espère que là, au moins, vous êtes tranquille, libre, free, et ça sort tout naturellement. Tout naturellement. Et donc, voilà ce que la Jeune Chambre internationale peut faire du membre qui appartient à ce réseau. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que le premier problème de la femme pour s'engager, pour développer son leadership, c'est d'abord la femme elle-même, parce que les femmes, entre elles, naturellement, sont portées par des sentiments, disons, de contradiction. Non, les femmes ne sont pas portées par des sentiments de contradiction. C'est la peur. La peur de se voir jugée. Est-ce que si j'y vais, on ne va pas me dire si? Est-ce que si j'y vais, on ne va pas penser que je suis une femme frivole? Est-ce que si je le fais, on ne va pas avoir des préjugés sur moi? Parce que c'est des milieux parfois difficiles aussi où on a quand même certains clichés. Et cela ne colle pas seulement à la femme. Dans des domaines précis, dans des domaines d'activité ou professionnels, même les hommes qui y sont, on a des clichés qu'on leur colle. C'est vrai. Mais je pense que si l'homme a su le faire, la femme aujourd'hui doit pouvoir le faire. Et c'est pour ça que nous luttons aujourd'hui. Et l'autre difficulté également, c'est la pression de la famille, surtout la belle famille sur la femme, qui fait que parfois des femmes n'osent pas aller... Qu'est-ce que la belle famille dit? La difficulté, si par exemple ton mari ne fait pas partie d'une association et toi, femme, tu fais partie de cette association, la belle famille peut... Les risques sont bien là. Voilà. Les risques sont bien là. Et on ne va pas reprocher à un homme d'être jaloux parce que même lui-même, quand il est dans des organisations données, sa femme aussi éprouve le même sentiment qui est tout à fait naturel. Effectivement. Et c'est pourquoi nous allons demander aux hommes, aux maris, de bien vouloir soutenir leurs femmes à se développer leur leadership et être également des femmes. Le défi d'un couple où l'homme et la femme travaillent et militent dans une organisation qui n'est pas forcément la même, le défi, c'est surtout l'éducation des enfants. Effectivement. Comment ça s'organise? Ça s'organise bien. Comme vous l'avez dit, c'est une question d'organisation. L'homme qui sait que sa femme appartient à une organisation et qui d'abord accepte que cette femme appartienne à cette organisation, tout se planifie, tout s'organise. On sait qui, entre l'homme et la femme, doit aller chercher les enfants à l'école, doit amener les enfants à l'école. Le rôle de la femme ne change pas. Non, ce n'est pas parce que la femme fait partie d'une organisation qu'elle ne va plus à la cuisine, elle ne va plus laver les enfants. Si elle doit finir d'abord son boulot, puisqu'elle va au boulot à 8 heures comme l'homme, et qu'entre-temps, le matin, elle a déposé les enfants, ou si c'est l'homme, j'en sais pas trop, elle va au boulot, donc elle finit à 18 heures exactement comme l'homme. Elle fait un tour dans son organisation où elle milite, exactement comme l'homme aussi qui va à son occupation de son côté aussi. Quand elle a fini autour de 22h, 22h30, que l'homme aussi a fini autour de 22h, 22h30, qui va à la cuisine. Il faut dire aussi que même quand on fait partie d'une organisation, on n'a pas besoin d'aller au siège de l'organisation tous les jours. L'organisation vit aujourd'hui, nous avons l'Internet et tout. Et donc, sans bouger, on fait des réunions en ligne, on fait des calls en ligne, on fait tout en ligne aujourd'hui. Et ça vraiment aide, effectivement. On fait des assemblées générales en ligne. Et donc, la femme n'a pas besoin de toujours aller au siège de son organisation. Oui, mais les échanges en présentiel, c'est plus vif, c'est plus vivant, c'est plus free, comme on dit, qu'en ligne, avec les aléas liés justement à la communication qui peut avoir des impondérables, c'est compliqué. C'est vrai, c'est compliqué, mais moi, par exemple, je vais au boulot, je reviens, je prends soin des enfants, je peux revenir du boulot, faire rapidement la cuisine et on profite au maximum également des week-ends. Le week-end, on profite pour faire le plein à la maison. Ça va être épuisant, ça, non? C'est épuisant, peut-être, mais c'est passionnant. Vous arrivez à tenir? C'est passionnant, oui. On arrive à tenir. Vous n'avez pas l'impression d'être submergé au quotidien et qu'il vous faut peut-être vous accrocher à quelque chose pour souffler? Non. Ah oui? Non. C'est une question d'engagement et de volonté et j'y arrive. Quel travail faites-vous pour aider vos sœurs, aider d'autres femmes à se découvrir elles-mêmes et à comprendre que militer au sein d'une organisation peut être très enrichissant pour elles? Le travail qu'on fait,
surtout de ma position de membre de la JCI à Abomey-Calavi-Oubora, c'est de demander d'abord à ces jeunes-là, nous faisons des communications pour montrer à ces jeunes, hommes et dames d'ailleurs, à venir participer aux activités de la Jeune Chambre internationale. Au cours de ces activités, nous arrivons à leur montrer aux dames l'importance de la femme dans la vie, le rôle de la femme dans la vie. Et pour ça, je vais profiter pour demander aux acteurs économiques, aux acteurs politiques de bien vouloir soutenir, offrir des opportunités aux femmes également, de pouvoir prendre la parole, de pouvoir s'exprimer, d'offrir des programmes de développement de la femme, ce qui va aider les femmes réellement à atteindre cet objectif. Alors, bien, c'est vrai que vous l'avez dit et il faut bien finalement que je vous laisse dire, mais ça va être vraiment juste 2 mots. À ce propos, vous aspirez diriger votre organisation. Effectivement, j'aspire diriger mon organisation, la Jeune Chambre internationale, à Abomey-Calavi-Oubora en 2025. Ben, moi, je vais vous souhaiter bonne chance. Qu'est-ce que vous allez lui apporter? Votre beau sourire ou quoi d'autre? J'ai beaucoup de choses à apporter à la Jeune Chambre internationale à Abomey-Calavi-Oubora. Du haut de mes 6 ans d'expérience à cette organisation, j'ai eu le temps d'apprendre, d'exercer, de servir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment pour moi de partager toutes ces expériences à tous les membres de mon organisation. Nadine, merci. Un mot pour finir. Un mot pour finir. J'invite tous les membres, tous les jeunes du Bénin, de la commune de Calavi, de l'arrondissement de Godomé, à venir faire une bonne expérience à la Jeune Chambre internationale, qui est une très bonne école de leadership. J'invite également tous les membres de mon organisation à voter pour moi. Merci pour la campagne électorale sur Actu Matin. Merci, Nadine Miassi, jeune militante des organisations de jeunes. Merci d'être venue sur Actu Matin. Merci, monsieur. Du courage à vous, surtout. Femme très passionnée, j'ai constaté. Hein? Merci, du courage et bonne chance à vous. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses sur Actu Matin. 2 invités, sinon 3 par ici. On ne va pas oublier l'invité de Esther Toufa. 2 bulletins d'information, les sports, et puis le bulletin de Florence Bossa. Beaucoup de choses. On va marquer la pause. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces 2 terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas le président, nous sommes des procédures. Oui, nous devons avoir... Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée, un salon, pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est née. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Dans les 2 cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire.
Voici donc l'instant de nos débats avec deux acteurs notamment. William Klika, bonjour. Bonjour. Eric Gabeno, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, on a deux sujets, si le temps nous le permettait. On va parler d'abord du budget général de l'État pour l'exercice 2025. Le gouvernement projette un budget à hauteur de 3500 milliards de francs CFA environ. Il y a une nette augmentation par rapport au budget 2024 qui est en cours d'exécution. On va analyser un peu ce qu'on en a présenté comme avantages et spécificités. Et si on avait le temps, on dira deux mots au sujet de la disparition de Odile Arongwanou. Mais commençons déjà par l'affaire de budget. Le gouvernement projette d'opérer en tout cas un certain nombre de choses et des choix tout au long de l'année 2025 à hauteur de 3500 milliards de francs CFA. C'est un gros bond, hein, William, par rapport à 2024. Par rapport à 2024, oui, c'est un gros bond. Et dans la cagnotte sociale aussi, 42%. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. Du montant. Oui, c'est ce qui est dit. Dans la pratique, vous savez, il y a une question avec les lois des finances. La prévision, la pratique et la finalité. Parce que pour tout budget, la loi des finances votée dans une année donnée en session ordinaire de l'Assemblée nationale en fin d'année, le montant n'est jamais le même lorsqu'il y a après loi de règlement de ce budget 1 ou 2 ans après. Oui, mais évidemment, c'est vrai qu'on ne nous en dit pas plus sur les lois de règlement, donc justement, on ne sait pas à quel niveau on en est. La plupart du temps. Oui. Mais quand vous poussez votre curiosité, vous allez souvent voir, surtout pour les grandes annonces, les annonces pompeuses, vous découvrez qu'à l'épreuve, soit les contingents sont amenés à plus de contorsions, ou on a dû faire quelques saupoudrages. On s'y est pris de façon conjoncturelle pour jeter quelques bris. En fait, c'est dans cet état d'esprit que je ne saute pas souvent quand j'entends les projets de loi. Donc vous êtes mi-raisin. Mi-raisin, oui, j'avoue. Parce que il y a une chose, c'est bien d'avoir la prévision. Mais dans le concret, regardez par exemple 2024, la cagnotte n'était pas si grande, par exemple côté social ou même le montant. Aujourd'hui, le bon, il est significatif, 11% d'augmentation. Le gouvernement dit dans le relevé du Conseil des ministres que la préparation de l'année électorale à venir y est inclus, à un poids financier là-dedans. Donc imaginez un peu les raisons. Et la petite augmentation par endroit. Mais écoutez, sur 2024, quels sont les changements significatifs que nous avons eus qui nous amèneraient à dire que 11% ajouté à cela nous amènerait très loin? C'est pour cela que je me pose des questions et je dis, ça demeure prévision et on attend de voir. Eric? Oui, ça reste un budget ambitieux déjà parce qu'on a constaté une augmentation de 11% par rapport au budget de l'année passée. On y a consacré pratiquement 41% pour le social, et je pense qu'on va revenir là-dessus parce que absolument, c'est un débat qui se fait chaque fois quand on parle de budget. On se pose la question comment on arrive à faire véritablement une parfaite liaison entre ce budget et la vie des Béninois. Après, nous savons que c'est des ambitions qui sont vraiment cachées dans ce budget. On parle de choix de politique visant la réduction des inégalités du genre, la préservation de la planète contre les effets du changement climatique, la promotion de l'emploi, la déconcentration et la décentralisation, renforcer la résilience de notre économie et qui consacre donc la poursuite. Ça, c'est des intentions, on verra bien à l'épreuve. C'est même pour ça que je parle d'ambition. Mais parlons déjà du volume du budget. Vous aviez été surpris ou pas? Non, parce que vous savez, déjà depuis 2016, on a déjà pris l'habitude d'avoir... Même Bonilla, il faisait monter ses budgets régulièrement. Normal. 2000 à 3000. Là, il n'est pas venu avec 2000 milliards de budget, mais il est parti avec 2000 milliards. Justement. Et donc, on était déjà habitué à ces chiffres, déjà. Et toutes les fois qu'on entendait les chiffres, ça faisait sauter les yeux. On se demandait, mais comment on va mobiliser autant de ressources, n'est-ce pas, pour faire face à ces ambitions qui sont cachées au niveau de ces budgets. Mais après, nous savons que aujourd'hui, avec la gouvernance actuelle, il y a une forte mobilisation des ressources à l'interne.
avouons-le. Et cela permet justement à l'État de faire face à ces grands projets d'infrastructure qui reviennent encore dans ce budget. Mais quel est le réalisme de ce budget quand on sait que, bon, il y a des contingences au plan international qui limitent un peu, je dois dire, les entrées dans les caisses de l'État. Les bombes, ça pleut toujours sur Ukraine, comme on l'a chanté souvent et présenté comme le principal élément qui affaiblit un peu, je dois dire, nos entrées budgétaires. Et puis dans la sous-région aussi, non seulement on a quelques bisbilles avec nos voisins immédiats, le Niger, par exemple, même si on projette véritablement décanter tout cela, mais l'insécurité qui ne nous dit pas vraiment des choses rassurantes par rapport à l'année qui arrive avec ces séries d'attaques qu'on note ça et là. Quand on met tout cela ensemble, quel est le réalisme qu'il y a dans ce budget, dans ce chiffre-là, qu'on peut vraiment aller à ce score-là? Proportion légère et moindre. Que les agents de l'État nous disent c'est quoi le produit intérieur brut de 2024, le produit national brut de 2024 aussi. Je pense que ce sont des éléments qui nous aideront parce que du ressenti des populations du Béninois lambda que nous sommes, nous avons comme impression que nous avons du mal à souffler et à respirer financièrement. Les acteurs portuaires vous diront que le port est en mauvaise santé actuellement. Oui, mais les chefs officiels disent pas ça, à peu près. Bon, enfin. La communication qu'il y a eu après, pendant la crise entre le Niger et nous, je ne sais pas ce qu'il en a été après. Même les turiféraires du pouvoir, je ne les ai pas vus reprendre langue sur le sujet. Mais ceux qui vont au port quotidiennement, qui cherchent leur pitance quotidienne, n'ont pas cette version. Et vous savez, le journaliste est peut-être très méchant sur ces questions, mais il est d'autant plus méchant quand il prête beaucoup plus foi à des gens qui vivent le quotidien d'une maison que des chiffres qui sont totalement officiels, institutionnels et qui ne reflètent pas la plupart du temps sous les tropiques ce que nous avons comme réalité concrète. Je dirais que même institutionnellement, on communique peu aujourd'hui sur les performances du port autonome de Cotonou. Vous et moi n'avons rien à enseigner aux gens sur le poids et la représentativité des devises et des dividendes économiques qui nous viennent du port de Cotonou. Notre agriculture est en bonne santé par endroits, dans du vivrier, dans du céréalier, mais quelques pertes de performance sur nos spéculations les plus en vue, comme les produits de rente les plus vendus par le passé. Je veux parler du coton. Nous avons baissé de performance, nous avons laissé notre première place au Mali à l'échelle sous-régionale et au plan régional, nous avons perdu également des places. De ce point de vue, on dira que le prosélyte, le profane analyse les contingences économiques actuelles comme mettant en difficulté notre économie. Au nom de cela, ces prévisions, vous parliez du réalisme, sont teintées d'un réalisme léger, d'un réalisme empreint d'incrédulité. Maintenant, on pourrait davantage nous convaincre de sa faisabilité avec le balai des ministres. On verra peut-être. Quand on voit le contexte national et international, on peut vraiment mobiliser 3 500 milliards. Vous faites bien de citer tous ces contextes qui, justement, devraient nous amener à constater que on aurait pu observer un budget en baisse en raison de tout ce que vous venez de citer ou une économie très malade. Mais ce n'est pas le constat que nous faisons aujourd'hui. Et donc, il y a une forme de résilience qu'il faut saluer et qui, justement, revient encore dans ce budget avec autant d'ambition, malgré tout ce que vous venez de citer, le Niger, l'Ukraine, le port qui est en chute, enfin, le port qui baisse un peu de performance, parce que je ne suis pas non plus d'accord à ce discours qui tente de faire croire que notre port est complètement à terre. Parce que c'est deux choses différentes. Quand on traverse une crise avec un pays voisin qui utilise véritablement le port et qu'on parle peut-être de 100 bateaux à 95, je ne dis pas que le port est à terre. Oui, mais même quand on voit aussi que le Nigeria, aussi qui est un gros client du port de Cotonou, a commencé à dire je veux sélectionner un peu tout ce qui va rentrer chez moi. Quand on voit le Burkina, qui est un pays qui n'a pas accès à la mer, qui profite du port de Cotonou, dire bon écoutez, vous faites des choses derrière votre chambre à coucher et ça
ne me garantit pas que je suis en sécurité chez moi. Quand on voit tout ça, on peut se dire, ben, où est-ce qu'on veut aller chercher l'argent? Des pays de l'Interland, dans l'activité du port autonome de Cotonou. Justement, je pense que il y a une volonté, justement, de faire de la mobilisation, que ce soit à l'interne ou à l'externe, pour pouvoir véritablement mobiliser ses ressources et pour pouvoir réaliser ces projets. Ce qui est sûr, c'est un budget, une fois que c'est voté, c'est du travail pour tous les acteurs du système économique de pouvoir renflouer les caisses de l'État et de pouvoir justement mobiliser les ressources. C'est un autre défi. Maintenant, tel que ça a été, comment on dit, expliqué véritablement dans ce budget, avec ses ambitions, les grands projets qui seront véritablement réalisés, nous savons qu'il y a 2 projets qui sont en cours et qui vont connaître certainement un aboutissement heureux, n'est-ce pas, d'ici 2025. Donc, il y a forcément déjà un peu de financement déjà disponible quelque part, justement, pour pouvoir continuer véritablement ces chantiers-là. Je ne crois pas qu'on veuille justement aller mobiliser l'intégralité justement de ce budget ailleurs. Donc il y a forcément déjà, même si ce n'est pas l'intégralité, il faut déjà trouver les 90% ou les 80%. Parlons des infrastructures dont Eric a parlé. Moi, je veux davantage qu'on nous explique comment nous avons passé 2024, sa loi des finances, les contingences ou les circonstances qui se sont imposées à nous et tout, puisque en fait, cela va nous permettre d'analyser de plus près ce qui nous attend en 2025. Parce que j'ai comme impression qu'on a lancé beaucoup de chantiers qu'on doit s'imposer de boucler dans la loi des finances de 2025. Parce que justement, c'est la dernière loi des finances, presque. Qu'on doit mettre en exécution totalement. Totalement sous Patrice Talon. Parce que dans le premier semestre de 2026, Patrice Talon a, je crois, 5 mois d'exécution du budget. Un budget qui sera laissé dans la suite à un autre gouvernant qui va continuer la marche avec nous. Donc, au nom de cela, on se dit, par exemple, les professionnels des médias doivent savoir qu'ils n'auront plus espoir sur les histoires de réforme dans leur secteur, par exemple, parce que dans le budget de 2025, il n'y a rien pour eux. Donc, si c'était le cas, par exemple, bon, pourquoi Eric sourit? Non mais, attendez, on n'a rien. On n'a rien. Que va défendre la ministre de l'économie numérique. Oui, mais si on a déjà un projet. Le décret de transmission de la loi des finances n'a pas encore dit ça. Oui, mais ce qu'ils ont voulu vendre, ils l'ont vendu. Asphaltage, les infrastructures et tout. On n'a pas parlé de vous, donc rassurez-vous, vous n'êtes pas compté dans le menu. Mais pas de priorité. Pour le moment. Maintenant, si on nous laissait, si on laissait sur le carreau les autres débats comme infrastructure, logements sociaux, les choses qui ont été annoncées peut-être dans le premier quinquennat, qu'on n'a jamais vu jusque-là, on risquerait d'enfler une autre polémique. On a vu l'asphaltage, donc au moins. Je n'ai pas parlé d'asphaltage quand je citais. J'ai pas parlé d'asphaltage quand je citais. Ça, c'est vu, ça c'est du concret au moins. Donc, au nom de ça, on peut avoir la crainte selon laquelle on est en train de parler de tout ce qu'il faut finir pour ne pas laisser d'éléphants blancs parce qu'on se targue depuis 8 ans de n'avoir laissé aucun éléphant. Peut-être que nous, on n'est pas dans le secret des dieux et que ceux qui sont dans l'activité, la conception et la mobilisation, la conception de budget, la mobilisation des ressources peuvent peut-être se dire il y a des endroits où on peut glaner ça et là quelques petits sous. Et nous, on peut se faire des idées. Les histoires d'emprunt obligataire, les notes B+ et B, je ne sais trop quoi, c'est D+, avec perspective positive et sur le positif, etc. sont des éléments qui nous permettent de dire peut-être on a beaucoup de chances, tout au moins à l'international, d'aller chercher de l'argent. Non, même si nous mettons dans la balance tous ces aspects, avouons-le, il y aura une forme de pression parce que il y a d'abord une volonté de finir ces projets, ces grands projets d'infrastructure pour justement ne pas tomber dans ce débat d'éléphant blanc. Donc ça veut dire qu'il y aura une pression de vite aller, n'est-ce pas, de tenir ce pari sur ces grands projets. Et donc ça va davantage, comment on dit, amener les différents acteurs au plan économique à mobiliser les ressources dans tous les coins. Que ce soit des prêts, dans tous les coins et dans toutes les poches aussi, oui, parce que justement, heureusement, je vous vois venir, dans le relevé du Conseil des ministres, il a été précisé qu'il n'y a pas justement de nouvelles tasses, de nouveaux impôts. Voilà, n'est-ce pas? Oui, mais les anciens sont là déjà et nous vont subir. Donc, rassurez-vous, la pression va peut-être pas se sentir dans vos poches. Elle va pas être plus accentuée, mais va continuer tel que c'était. Les ceintures vont rester à la page ceinture à laquelle elles étaient. Vous voyez, on dit qu'il n'y a pas de nouvelles taxes, mais je me demande si on n'est pas suffisamment pressuré là où on est aujourd'hui.
il y a une honnêteté à avoir. Tous les signaux ne sont pas au rouge. La douane vous dira, hormis le port autonome de Cotonou, nous essayons de mobiliser. Que ça va. Même si c'est le discours officiel, tenons-nous en fait. C'est-à-dire, il y a de petits signaux. Tu vois tous les efforts que vous faites. Oui, pour reconnaître, par honnêteté, qu'il y a des gens dans la République qui ont dit que ça va. Non, mais justement, parce que ça c'est un fait. Oui. C'est pas le commentaire de William Clicker. Ça c'est un fait selon lequel il y a des domaines dans lesquels on a pu avoir il y a des productions, pendant qu'on a baissé de performance ailleurs, il y a des productions qui ont tablé sur des données, sur des graphiques dans les ordonnées en hausse comme en abscisse. Donc, reconnaissons que il y a des efforts. Peut-être le gouvernement a un bon regard, un regard bienveillant, plein d'optimisme de ce point de vue, dans la mobilisation des ressources à ce niveau. Mais l'inquiétude zéro sur un budget si ambitieux dans un contexte comme le nôtre, pour moi, manque de réalisme. L'inquiétude zéro par rapport à une loi des finances ambitieuse comme celle-là. Et surtout, moi, je crains que nous commencions, nous entamions avec ces bonnes perspectives et que déjà dans les premières semaines en session extraordinaire ou en session ordinaire, l'Assemblée nationale soit amenée à des réajustements budgétaires, à n'en point finir, parce que dans la réalité, on aurait peut-être eu trop de prétentions dans les estimations et dans les prévisions. Et l'élément qui intéresse beaucoup plus, le social qui représente 41% du budget, le tout social peut-être, Eric. Oui, on parle... Il y a toujours ce débat qui se pose, quand on parle de social sous la rupture, s'adresse les cheveux sur la tête. On se pose des questions, on se regarde. Est-ce que nous parlons du même social ou le concept varie du gouvernement à peuple? En tout cas, quand vous écoutez le gouvernement, c'est que nous sommes dans le social, nous faisons du social, nous avons des budgets à sensibilité sociale, mais quand vous écoutez les citoyens que vous interrogez dans les rues de Cotonou, c'est notre réponse. Ce gouvernement est antisocial, voyez-vous, on ne voit pas beaucoup de projets. En tout cas, dans le budget, on parle de renforcer davantage le microcrédit à la FIA, le projet Gbesoké. On veut renforcer aussi les cantines scolaires, en tout cas en zone rurale, on veut aller à 100%. Et donc, pour le gouvernement, c'est du social. C'est de cette façon qu'il faut justement s'occuper du ventre des Béninois. Mais quand vous êtes dans les marchés, je pense que là-dessus, si de 2016 à la date d'aujourd'hui, on n'a pas réussi à se faire vraiment une idée de la façon dont le gouvernement fait du social, c'est pas maintenant, dans le budget de 2025, on va y arriver. Et donc, ce débat va toujours se poser. Les acteurs politiques de l'opposition vont davantage trouver des arguments à leur discours. Justement, rien n'a changé. Nous vivons dans une souffrance indescriptible et le budget qui sera voté en est véritablement la preuve. Et donc, ça va continuer et on va continuer toujours par s'interroger. En gros, je pense qu'il faut peut-être se convaincre dans ce que le gouvernement réalise comme infrastructure. On estime que les retombées, n'est-ce pas, touchent la vie, n'est-ce pas, des concitoyens. J'ai entendu un grand leader de la mouvance qui estimait qu'avec les infrastructures, ça réduisait les pannes de voitures, on se rend moins chez le mécanicien. Ce n'est pas le mécanicien, lui, qui sera content. On se rend moins chez lui. Il ne verra pas ce régime comme un régime qui fait vraiment du social. Parce qu'il aura moins de clients. Lui, il aura des problèmes. Et donc c'est de cette façon qu'on justifie le social avec du côté du gouvernement. Mais toujours est-il que le gouvernement doit pouvoir aussi revoir ce concept et essayer de l'adapter à ce que les citoyens veulent pour qu'une fois, on puisse se retrouver dans le même concept du social. Le social n'est pas... ce ne sont pas des poux qu'on cherche sur des calvities. Le social, il est palpable, il est visible en temps normal. Non, vous savez, quand la jeune fille de 15 ans va chercher 17 000 toutes les fins de mois parce qu'elle est orpheline de père et de mère, on dira qu'on fait du social. Quand il y a cantine scolaire à 72%... C'est bien cela, le social. C'est du social. On est totalement d'accord que c'est une façon de faire le social. Maintenant, quand on relève le SMIC, on fait du social. Quand on relève le SMIC presque aux 2/3 du montant précédent, c'est du social. Mais quand on n'a jamais donné un seul bus universitaire et que le transport universitaire dans la plus grande université du Bénin ne se réduit pas seulement à 2 ans, ce ne sera pas le seul exemple que je donnerai. À 2 ans, le transport est carrément suspendu. J'ai lu quelqu'un titrer hier si c'était une suspension ou si c'est carrément une suppression du transport universitaire.
les étudiants ne vous diront pas que c'est du social. Si, je reste dans le milieu universitaire, on suspend, parce que quelques-uns ont fait de la gabégie, on suspend la possibilité à tout étudiant d'entrer à l'université non boursier, mais de s'octroyer des bourses et des aides le long de son cursus. Dieu seul sait combien ça a aidé ceux qui nous gouvernent aujourd'hui à aller à l'école. Ça m'a beaucoup aidé, moi, en tout cas. Voilà, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, si c'est par là qu'ils ont pris et qu'ils le suppriment, on dira que c'est antisocial. Si on augmente votre salaire, mais que le coût de la vie est 2 fois plus... Il n'y a plus de riz à 400 francs le kilogramme au Bénin. Il n'y a plus de riz à 450 francs le kilogramme. Le riz est au moins à 500. C'était le prix d'un je sais pas, de 2 kilos par endroit ou d'1,5 kg il y a longtemps. Quand c'est comme ça, 225, 250. Il y avait des riz à 225, 250 le kilogramme, même si on redoute la qualité. Pour le ventre du Béninois, ça, c'est du social. Et le social, c'est aussi l'importance des couches de la population qui bénéficient. Vous voyez, les microcrédits à la FIA aujourd'hui, le montant, il est 4 fois plus que le microcrédit que nous avons connu avant Patrice Talon. Mais combien en sont impactés? Vous savez, il y a de la rationalisation peut-être dans cette méthode, mais la rationalisation en restreignant l'effectif des bénéficiaires, la couverture qui est faite, en fait, montre peu l'impact. L'émiettement, il est parfois superficiel, mais quand il embrase un grand monde, on sent un peu plus l'effet. Donc, on a beau faire du contradictoire, on a beau faire des débats intellectuels à n'en point finir, sous Patrice Talon, le social aura été peu perceptible. Et comme Eric, ce n'est pas en 2025 que par bâton magique, tout changera. L'argent circule, des formules comme celle-là auxquelles on a été habitué. Ces formules ne reviendront peut-être pas. Les ceintures vont rester serrées pour la plupart. Quelques-uns en auront jusqu'à l'indigestion et relâcheront peut-être le ceinture. Ainsi ira. Peut-être ils ont relâché. Est-ce qu'ils ont même encore des ceintures? Oui, il y en a qui n'ont plus de ceinture, hein, qui bon, en bon goinfre, ont pris la part belle. Les gars, on va changer de sujet. Je vais voler 5 minutes à William pour qu'on parle de Odile Aron-Wanou. Ça fait 2 semaines exactement qu'elle a disparu. On n'a pas de ses nouvelles. C'est quand même bizarre. En plein cœur de la France, c'est quand même assez curieux. Eric? C'est vrai, Tanguy. C'est une question assez sensible aujourd'hui où cette compatriote qu'on ne retrouve pas en France, je pense qu'aux dernières nouvelles, le procureur de Paris, selon les hypothèses, on parle de disparition volontaire. Et donc, est-ce que notre compatriote a voulu véritablement disparaître? Est-ce qu'elle a préparé vraiment sa disparition parce qu'elle aurait déposé son enfant auprès d'une assistante sociale et puis après, plus de signes? Je pense qu'il y a un communiqué conjoint du ministère des Affaires étrangères, du ministère des Sports qui ont fait savoir qu'ils sont en contact avec les autorités françaises pour renforcer davantage les recherches. L'objectif est véritablement de la retrouver. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de notre compatriote? On se pose toujours la question. Mais nous prions que, avec tout ce que nous savons des services de renseignement de ce grand pays qu'est la France, qu'on finira toujours véritablement par trouver notre compatriote. Vous savez, il y a la souveraineté territoriale de la France qui ne nous permet pas de faire du dossier tout ce que nous voulons, parce que c'est un territoire étranger. Mais regardez comment les grands États se comportent. Tout ce que eux, ils en font quand leurs compatriotes sont en difficulté. C'est ce que je disais. Oui. Vous savez, quand les grandes puissances ont un seul citoyen, le dernier de leurs citoyens en difficulté dans votre territoire, vous savez combien ils sont capables... Ils sont capables de débarquer une armée. De débarquer, toute une armée. Ils sont capables d'une expulsion militaire. Hein. On le leur connaît. C'est une méthode pour montrer l'hégémonie de ces États par rapport aux États du Sud. Mais quand j'ai fini de dramatiser autant, je reviens sur terre pour dire, comme l'enquête a commencé par le dire, l'instruction a commencé par le révéler, il y aurait des intentions personnelles de notre compatriote. Moi, cela m'amène plutôt sur le débat de la gestion de nos stars, de nos leaders, de nos idoles. Vous voyez, c'est peut-être une folie des grandeurs. C'est peut-être une gestion, parce que
on est en club à ce haut niveau, triple championne d'heptathlon au continent, on est dans beaucoup de taxes, on est dans un grand club, on est dans une vie qui n'a rien à voir avec la vie de Cotonou. C'est une vie pleine d'exigences. La vie d'Actu Matin. J'en conviens. Hein. La vie d'Actu Matin, c'est pas facile. Maintenant, quand vous êtes à ce haut niveau, c'est difficile. Et vous savez, la gestion de la carrière d'un grand sportif, je ne vous dis rien sur de grands footballeurs que nous avons connus, qui finissent en difficulté comme ça, même des boxeurs, Mark Tyson, on connaît beaucoup d'histoires. Donc, est-ce que nous, l'encadrement chez nous, l'encadrement personnel, même si l'État n'a pas les moyens de le faire à notre athlète, l'encadrement personnel donne les conditions qu'il faut à une athlète de cette dimension. Vous faites le procès aux autres États de trop se préoccuper de leurs citoyens. Mais qu'est-ce que vous faites vous aussi? Justement, on n'a pas eu l'impression, en tout cas, que le Bénin s'en préoccupe outre mesure. À part peut-être l'intervention publique du secrétaire général de la Fédération d'athlétisme il y a une semaine. Il a fallu attendre seulement hier pour avoir une réaction conjointe entre du ministère des Affaires étrangères et du ministère des Sports. Et ce week-end, le porte-parole du gouvernement dans une de ses sorties. Oui, peut-être entre ces différentes activités que vous venez de citer, il y a eu peut-être une forme de coproduction entre les autorités béninoises et puis celles françaises sur le sujet. Après, moi, je me dis aussi, on n'a jamais refusé un pays de ne pas se préoccuper ou de mobiliser les ressources et les moyens pour, quand on dit, être à la recherche d'un citoyen dans un pays. Et parfois, c'est même parfois les pays qui sont demandeurs, parce que nous savons que nous n'avons pas toujours le moyen matériel pour se lancer dans ce genre de recherche. Et donc, quand ces pays ont leurs ressortissants dans les pays africains et que ça arrive, c'est normal. Quand vous ouvrez les voies des satellites, combien des drones les plus sophistiqués à votre disposition pour faire le travail, ce que nous n'avons pas du tout. Donc, je pense que moi, je ne vois pas ça dans le sens de ce que il y a une forme d'hégémonie. C'est plutôt dans ce genre de situation, des équipements qu'il faut, le renseignement, tout ça, pour faire ça. Et donc, ces pays ont ces moyens, justement. Et donc, oui, on n'a peut-être pas les moyens de descendre, de débarquer en France avec tout ce que nous avons ici, qui sont peut-être actuellement très sollicités dans le nord du pays. Vous êtes incapable de trouver des gens qui meurent au stade et de faire des enquêtes après un match des après un match des Qu'est-ce qu'il est devenu le fameux dossier de décès au stade? Qui est parti avec ce dossier, parce que on n'en a plus parlé, justement. Les enquêtes administratives et judiciaires. Il est parti avec les résultats des enquêtes, parce qu'il y a quand même eu une enquête qui a été déjantée. On a dit qu'on a lancé. On a déposé le rapport. Non, on a déposé même le rapport sur sa table. Donc certainement, il est parti avec le rapport. Donc franchement, entre les autorités béninoises et celles françaises, nous souhaitons que les recherches puissent s'intensifier afin que nous puissions retrouver notre compatriote. C'est vrai que quand j'ai écouté le secrétaire général de la fédération, il faisait un lien entre sa non-participation au JO qui aurait pu affecter son état psychologique. Nous savons à quel point... Ça, c'est des spéculations, c'est des suppositions. Oui, justement, je ne dis pas que c'est véritablement le cas, je dis qu'il a fait un lien, donc ça peut ne pas être le cas. Toujours est-il que quand on aura fini de retrouver nos compatriotes, on comprendra mieux les circonstances dans lesquelles ce qui s'est on espère vraiment qu'on va la retrouver. Mais après, nous savons qu'à ce niveau de comment on dit, de talent, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la tête à ces athlètes de ces niveaux. Donc, on se pose des questions. Beaucoup de choses passent par leur tête. La pression leur fait faire. Oui. La pression les amène à faire beaucoup de choses et comme vous le lisez entre les lignes, aujourd'hui il y a un concours de circonstances qui amène les gens à expliquer d'une raison ou par une autre l'attitude de notre compatriote. Moi j'ai vraiment envie et c'est vraiment ma prière qu'on la retrouve, qu'on puisse écouter et que cela surtout amène à une expérience à partager avec les plus jeunes athlètes. Si la méthode qu'elle emprunte aujourd'hui pour faire entendre raison ou pour se donner la paix du cœur, si elle n'est pas la bonne, que demain d'autres n'explorent plus ce chantier, parce que je reconnais que dans le haut niveau, il y a de hautes pressions et de hautes contingences aussi. Les gars, merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Juste après moi, la revue de presse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous de la revue de presse. Les représentants de l'Assemblée nationale au Conseil économique et social au niveau départemental et national sont désormais connus. Leur désignation a été effectuée hier lors d'une séance plénière au Parlement. C'est l'information qui fait le chou gras des journaux parus ce matin. Fraternité précise que le vote s'est soldé par 99 voix pour, 2 contre et 1 abstention. Au plan national, le Parlement a désigné Razaki Amouda Issifou du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, Emmanuel Golou, groupe parlementaire Bloc républicain, et Alassane Tigri du groupe parlementaire Les Démocrates. Au niveau départemental, le groupe parlementaire UPR a désigné au total 24 personnalités, soit 2 par département, tandis que les groupes parlementaires Bloc républicain et Les Démocrates ont désigné chacun 12 personnalités à raison d'une par département. Ajoute le quotidien Maison, photo à l'appui. Alors que l'emblème du jour fait le total et placarde également à sa manchette les photos de certains représentants désignés, le matinal nous propose les noms des concernés et indique que dans le lot figurent d'anciens parlementaires. Matin Libre, à présent, s'intéresse au sommet de l'avenir tenu à Genève du 22 au 23 septembre 2024 et dont l'objectif est de renforcer la coopération internationale et repenser le multilatéralisme pour faire face aux défis actuels et futurs. Le journal rapporte librement que dans son discours sur le thème « Transformer la gouvernance mondiale et donner un coup de fouet à la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable », le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, représentant le Bénin, a porté haut les valeurs de la gouvernance du président Patrice Talon devant les Nations Unies. Il a mis un accent particulier sur l'importance accordée au social et la résilience dans toutes les actions du gouvernement. Pendant que prend fin le sommet de Genève, dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur au Bénin, une bonne nouvelle est annoncée aux nouveaux bacheliers. Selon Daibi Info, les inscriptions en ligne dans les universités publiques du Bénin à titre payant sont relancées, la plateforme dédiée à cette formalité étant de recherche accessible dès demain. L'information est confirmée par plusieurs canards, dont Dabarou qui met en titre la sélection à titre payant lancée le 25 prochain. Mesdames et messieurs, on retrouve Fraternité qui cette fois-ci nous parle de l'affaire de disparition de l'athlète béninoise Odile Arouanou. Le quotidien nous apprend que l'État sort les muscles. Dans un communiqué conjoint, les ministres des Sports, Benoît Dato, et des Affaires étrangères, Olusegun Adjali Bakari, ont annoncé ce lundi 23 septembre 2024 les mesures prises par l'État pour retrouver la star internationale. Le message précise que les services compétents du Bénin sont mobilisés pour localiser l'athlète par tous les moyens. Autre sujet traité par les journaux ce matin, des audiences à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Décryptage Info rapporte que Édouard Loko a échangé hier avec des délégations du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin et de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Dabarou ajoute que le président de la HAC a également reçu le bureau exécutif de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin et précise que les échanges ont porté sur l'établissement d'un dialogue constructif sur les défis rencontrés par les médias en ligne. L'économiste, de son côté, relève qu'au regard de la révolution qui se note en matière de paiement instantané interopérable, la zone UEMOA tend vers une explosion de l'inclusion financière. Fin de la revue de presse de ce mardi 24 septembre 2024.